Vous écoutez En parole et en action, présenté par l'Église Le Sentier. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un autre épisode du balado En parole et en action présenté par l'Église Le Sentier. Je m'appelle Mike et je suis ici avec ma co-animatrice Dina Destin. Salut Dina, comment ça va? Allô Mike, ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Et aujourd'hui, on a un invité tout spécial pour un épisode vraiment malade. Moi, j'appelle ça malade. Un épisode qui est... touchant. Touchant. Personnel. Oui, personnel parce que c'est un témoignage, dans le fond, de la vie de Stéphane Ouamkieu. Ouais. C'est un invité spécial parce qu'on le connaît tous les deux. Oui, c'est vrai. Ça fait un bout déjà que... Moi, j'avais rencontré Stéphane quand j'étudiais au cégep à Hull. Fait qu'il y a plus de 7 ans. Puis, à travers des amis, dans le fond. Oui. Puis moi, même chose, au cégep de Hull, on était dans le même programme d'études. Puis, dans le fond, tout ça, c'était avant... pour moi, c'était avant d'être chrétien, que je l'ai rencontré lui aussi avant d'être chrétien. Fait que ça fait une vraiment belle entrevue. Où est-ce qu'on entend son témoignage, un peu le processus, comment est-ce qu'il est venu à la fois. Super entrevue. C'est un témoignage qui est marquant parce que, Dieu touche tout le monde de manière différente. Puis il y a des témoignages qui sont plus, on pourrait dire, comme marquants. Je sais pas si c'est le bon terme, mais dans la vie de Stéphane, on dirait que c'était très clair, le avant, qui connaissent Dieu, puis le après. Oui. Il y avait comme un gros clash. Mais c'est pas toujours comme ça. Puis j'aimerais juste dire que il y a pas des témoignages qui sont plus intenses ou plus beaux ou meilleurs que d'autres. C'est juste tout différent. Oui, non, je suis pas mal d'accord. Également, j'aimerais juste mentionner que les sujets qu'on va aborder aujourd'hui avec Stéphane sont un peu plus délicats et plus matures. Donc, un petit avertissement pour nos auditeurs. Donc, petite présentation de notre invité aujourd'hui. Stéphane est âgé de 35 ans. Ça fait maintenant 11 ans qu'il a été touché par la grâce de Dieu. Cette grâce lui a été donnée alors qu'il était, comme il le dit, un délinquant, accro à la drogue et au sexe. Le Seigneur l'a touché d'une manière particulière en le rendant libre de ces choses dont il était esclave. Depuis, Stéphane a le désir de partager son cheminement spirituel. Puis aujourd'hui, il est marié et a 4 enfants et un 5e en chemin. Donc, bonne écoute. Bonne écoute. Bonjour Stéphane. Bonjour Dina. Ça va bien? Oui, très bien, toi? Merci d'être ici. Excuse-moi, oui, ça va bien. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. Faut juste que je dise à quel point je suis content de voir Stéphane avec nous. J'ai tellement hâte de juste jaser. Là. Vas-y. Je veux juste dire quelque chose de drôle, une petite parenthèse. Qui aurait cru, quand on se regarde au cégep, qu'on serait assis les trois aujourd'hui dans une table en train de faire un balado sur la vie chrétienne? Belle image. Belle image. Ouais. Dieu fait des choses incroyables. Vraiment. On veut parler de ton arrière-plan, même avant que tu sois chrétien, puis juste comment est-ce que tu as grandi. Fait que ton background, on va en dire familial. Dans le fond, si tu as grandi en connaissant la foi ou c'était complètement quelque chose que tu connaissais pas du tout. Puis je pense qu'on va juste partir de là. OK. Mais écoute, si on recule vraiment en arrière, je suis né au Cameroun. Okay. Mes 2 parents étaient enseignants et mon père avait eu d'enfant une bourse pour aller finir son doctorat ici dans les années 95-96. Fait que lui, il vient ici en 95, il fait 1 an, il est à Polytechnique. Ensuite, l'année après, on le rejoint, toute la famille. Dans ce temps-là, on est à Montréal, Côte-des-Neiges. Et par la suite, 1 an après, on se retrouve à Laval. Okay. Puis, il termine son doctorat à Laval. Ensuite, quand il termine son doctorat, il a un poste comme professeur à l'UQAT, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Fait que c'est là où on déménage en Abitibi. On est en 98-99 à peu près. Okay. Mais en réalité, il y a pas de Dieu dans ma jeunesse. Rien du tout. Vraiment, là, rien du tout. Tu sais, même pas de minuit messe de Noël ou des choses comme ça. Rien. Dans la famille, il n'y avait pas de... Rien. Okay. C'est quand même surprenant, je trouve, venant d'une famille africaine qui est comme aucun de ce background-là. Parce que je pense que, en tout cas, la plupart des Africains que moi je connais, même si eux, ils sont pas chrétiens ou ils sont pas croyants, je sais qu'à quelque part dans leur famille, il y a ces personnes-là. Fait que souvent, les gens, ils vont se dire quand même croyants. Mais en réalité, maintenant, comme j'ai vieilli, j'échange plus avec mes parents. Eux, ils avaient ça quand ils étaient plus jeunes. Okay. Mais ils ne l'ont pas transmis. OK, parce qu'eux n'étaient pas proches de ça? Non, je pense que pour eux, la conviction n'était pas aussi forte peut-être que toutes les réalités de la vie. Fait que là, bon, on était rendu, je pense, en Abitibi.
en 98-99. Là, j'ai 15 ans à peu près. J'étais en secondaire 4. Donc, j'ai plutôt 14 ans. Je recule un peu en arrière. Tu sais, j'avais déjà des attitudes ou bien des comportements de délinquant. Fait que ma délinquance a commencé, je vous dirais, déjà très, très jeune. Déjà au Cameroun, quand j'allais à l'école, parce qu'on marchait pour aller à l'école des longues distances, j'allais partir très jeune, puis juste jamais aller à l'école. Puis j'allais partir, puis j'allais jouer dehors toute la journée, puis juste revenir à la maison très, très tard. C'est ce qui passe cet âge-là. Ouais. Le côté rebelle était prématuré. Ouais, fait que c'était juste, c'était rien de malsain, c'était juste un enfant qui est très, qui fait un pas à sa tête finalement. Mais oui. Et ça m'a gardé, c'est resté avec moi très longtemps, puis je vous dirais que vers justement en 95-96, mes parents commençaient à avoir des difficultés, et c'est lorsque moi, dans le fond, j'ai pris vraiment une autre tangente, une autre direction. Je passais plus de temps dehors. J'avais commencé à jouer au basket, 14 ans. Fait que, je traînais beaucoup dehors en train de jouer au basket. Et là, bon, tu te retrouves avec des mauvaises influences, les plus vieux. Tu vois beaucoup d'alcool, la drogue. Puis tu essayes, tu veux aussi être cool. Tu te cherches un peu une identité. Ouais. Puis c'est comme ça, dans le fond, que j'ai commencé à être influencé et aller dans le fond, vers des mauvaises influences. Donc, consommation de drogue, aller clubber, des choses comme ça. Dans le temps, c'était pas des clubs, c'était plutôt des petits parties, là. Tu te retrouves entre amis, puis bon, on imagine un peu la suite, on consomme, puis tout ça. Ouais. Fait que là, tu parlais de tes parents. C'était-tu les événements qui menaient comme à... C'est-tu dans cette phase-là un peu qui sont allés jusqu'à la séparation? Oui, en réalité, oui. Ouais, c'est en Abitibi qu'ils se sont séparés. On est dans les années 2000, finalement. Ça a vraiment commencé à se briser en 98. Ça a duré une longue période. Puis, c'est mon père qui a quitté la maison. On s'est retrouvé avec ma mère. C'est là que tu es déménagé? Pas encore. Dans le fond, on a déménagé quand le divorce était officiel, puis elle a quitté l'Abitibi. Okay. Ouais, mais avant ça, elle avait juste déménagé, restait ailleurs, toujours en Abitibi. Et c'est ça, ouais. Puis c'est vraiment dans cette période-là que ma délinquance a vraiment comme beaucoup évolué, je dirais. C'était comme un peu un échappatoire, dans le sens qu'à la maison, peut-être, ça allait pas nécessairement bien. Donc, c'est possible, oui. Okay. J'ai pas vraiment réfléchi, mais certainement, oui. Tu sais, quand t'es pas confortable quelque part, tu vas te retrouver dans le fond dans des milieux, dans des environnements où tu es plus à l'aise. Fait que c'était beaucoup avec les amis. La maison n'était pas agréable. Fait que tu te retrouves dehors, puis tu vas avoir du plaisir. Puis le plaisir, habituellement, que tu trouves dehors n'est pas toujours le bien meilleur. Dans le fond. Et le meilleur, exactement, ouais. Ça fait que et là, à cette phase-là de ta vie, tu dis que tu commences à te tourner un peu plus vers la criminalité. Oui. Et c'est là que ça devient de plus en plus sérieux. Fait que tout ça, c'est avant que tu déménages à Gatineau ou c'était même déjà... En fait, c'est vraiment avant que je déménage à Gatineau. Okay. Oui. C'est vraiment à partir de 14-15 ans que j'ai commencé à consommer beaucoup d'alcool, beaucoup de potes. J'ai découvert les drogues fortes aussi à cet âge-là, l'acide, la cocaïne. Ouais, fait que c'est vraiment à cet âge-là que ça a commencé, 14-15 ans. Mais tu sais, t'es jeune, t'es encore en forme, tu joues au basket, fait que ça affecte pas encore ton corps. C'est vrai. De la même manière, côté psychologique, tu vas quand même à l'école, tu passes tes notes, tu parais encore bien, tu comprends, t'as pas l'air crappy le lendemain, tu comprends, tu te lèves, t'es en forme, fait que tu continues. T'es en plein développement, là. Exactement, exact. Fait que tu réalises pas encore que ça a vraiment un effet négatif sur toi. Parce qu'en réalité, la soirée était le fun. Tu sais, quand tu te lèves le matin, la soirée était le fun. Mais ça commençait là. Ouais. Puis par la suite, mes parents se séparent officiellement, ma mère déménage. Et là, oui, j'arrive à Gatineau. On est dans les années 2001, à peu près, 2002. Quel âge à ce moment-là? J'ai 17-18 ans. Okay. 17-18 ans, ouais. J'ai 18 ans, pas longtemps après mon arrivée ici à Gatineau. OK, puis si dans le fond, là, on fait un fast-forward. Oui. Parce que moi puis Dino, on t'a connu au cégep. Oui. Je pense qu'à ce moment-là, tu avais 25-26 ans. Exact. Ah oui, 25-26 ans. Exact. Puis, fait que dans le fond, de 25... Parce que je sais que quand moi, je t'ai connu au cégep, t'avais pas changé encore. Non. T'étais encore... J'étais dans le pic de mon... T'étais le bad boy. C'est ça. Fait qu'on peut dire que toutes ces années-là avant, dans le fond, depuis ton arrivée, jusqu'à le moment où on s'est rencontrés au cégep, tu étais encore dans cette phase-là de... Tout à fait. Okay. Tout à fait, oui. Et puis, juste une petite anecdote. Je me souviens, moi et Stéphane, on se rencontre au cégep, première classe de, je pense, de marketing, dans notre programme de comptabilité et gestion. Puis là, moi puis Verno, on est dans la classe, on voit Stéphane, on sait c'est qui Stéphane, mais on n'a jamais parlé à Stéphane
directement, mais on sait c'est qui Stéphane. Puis moi, je connaissais Stéphane de quand je jouais au basket. Au Carrefour. Au Carrefour. Les samedis, parce que c'est ça, les samedis soirs, il y avait des open gym. Puis je me souviens qu'à un moment donné, un ami à moi puis Stéphane qui s'appelait Franz, il nous avait présenté, mais Stéphane, il se souvient même pas de ce moment-là. Il était bon au basket? Il était top notch. Je suis sûr qu'il était encore bon, c'est juste qu'on n'a pas la chance de jouer autant. Mais tout ça pour dire qu'on rencontre Stéphane, on le sait c'est qui. Déjà à la base, moi puis Vern, on a un respect pour Stéphane. C'est la première. Ouais. Okay. On avait déjà ce respect-là envers lui. Au niveau sportif ou genre au niveau comme c'est un badass? Genre? On dirait, un peu des deux. je dirais un peu des deux, mais c'est plus le fait qu'il y a 25 ans. Okay. Nous, on arrive au cégep, on a 17-18 ans. Puis là, on a comme quelqu'un... Avec du vécu. C'est ça, avec du vécu un peu. Fait qu'on regarde à lui. Comme dans un sens, on regardait à lui. Okay. Puis je me souviens, dans le cours, je pense que ça n'a vraiment pas pris de temps avant qu'on entre en communication puis que les trois, on commence à... On bonde. Ouais, oui, c'est ça, on bonde. Mais je me souviens qu'à ce moment-là, Stéphane, comme il n'était pas croyant encore. Mm-hmm. Puis même moi non plus, je n'étais pas croyant. Puis Vern non plus, je dirais, il n'était pas croyant. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment savoir, parce que c'est arrivé vraiment pas longtemps après. Fait que c'est quoi les événements qui ont mené à ça? À ma conversion. Je vais faire un survol de 5-6 ans avant d'arriver justement à cette période-là. Quand on arrive à Gatineau, justement, j'ai 17-18 ans. Je commence, je vais à l'école, j'étais au Préu, le collège préuniversitaire là, qui avait dans la même enseigne que Saint-Alexandre dans le temps. C'était un cégep privé. Puis c'était quand la première année qu'ils commençaient leur équipe sportive de basket. Puis ça avait été un flop parce que je me retrouvais souvent des soirées en prison. Je manquais des pratiques. C'était vraiment un flop. Okay. Fait qu'après cette situation-là, je me retrouve au cégep de l'Outaouais. Le cégep me met dehors parce qu'ils disent que je coule trop de cours. Et ça a été le premier choc personnel que j'ai eu. Je me suis retrouvé à 18 ans. Puis l'école, parce que c'était une valeur pour moi quand même, l'éducation. Tu sais, je vous ai dit, mes parents étaient les deux des professeurs. Ouais. Fait que c'était un choc. J'ai pleuré. Je me souviens, j'avais 18 ans, là, puis on m'a refusé l'école. Tu sais, on m'a dit, non, tu peux plus venir à l'école, jeune homme. C'était vraiment comme, waouh, je suis rendu là dans ma vie. Ouais, là, t'es comme, où est-ce que je m'en vais à partir de ça? Exactement. Mais parce que sûrement, tu disais toujours, au moins, j'ai l'école. Exact. T'as toujours ça qui fait comme, tu fais quelque chose dans la vie. Là, j'avais comme plus rien. Ouais. Mais à ce moment-là aussi, j'ai commencé à traîner de plus en plus dehors. J'ai commencé à vendre la drogue. J'ai commencé à vendre justement des drogues fortes par la suite. J'ai commencé à faire plus de temps en prison parce que tu es dehors toute la journée, beaucoup de vols. Fait que tu sais, je commençais à avoir justement un casier judiciaire. J'étais de plus en plus connu avec la police. J'étais peut-être même été témoin parfois pendant même le basket. La police venait carrément nous chercher sur le court de basket au Carrefour. Oui, on était vraiment connus. Ils nous traquaient quasiment. Et c'est comme ça, dans le fond, que la délinquance a pris comme un autre niveau. Parce que justement, j'allais plus à l'école, fait qu'il y en avait beaucoup plus. Et les drogues fortes que je vendais, comme je vous disais avant en Abitibi, tu sais, j'avais déjà goûté à ça. Fait que j'ai consommé beaucoup aussi de ces drogues-là que je vendais. Ouais. Exactement. Fait que vers 22 ans, j'ai eu un gros problème de consommation. Je me souviens, ma mère m'avait attrapé, j'avais volé de l'argent pour aller acheter justement du stock, puis elle m'a attrapé. Puis ça c'était le deuxième gros choc que j'ai eu. À ce moment-là, j'ai pris la décision d'aller en thérapie. Parce que c'était plus moi, je m'étais perdu dans le fond. Belle décision. Oui, j'avais perdu le contrôle de ma vie carrément. Et je me souviens, je travaillais même au Subway dans ce temps-là. Puis j'avais peur d'aller chercher mon chèque de paye parce que je le savais. Tu ne faisais pas confiance quand même? Je le savais. Okay. Je le savais. La drogue avait vraiment pris le contrôle. C'était vraiment la cocaïne dans ce temps-là, la freebase, le crack. Puis fait que je suis allé en thérapie. Cette thérapie, je l'ai faite à 3 reprises. La première fois que je l'ai faite, moi, mon but, c'était juste d'arrêter de consommer puis de retourner dans mon mode de dans le même milieu. Exact. Ouais, ça a pris 2 mois, je suis retombé. Mais ma décision était ferme, fait que je suis retourné encore en thérapie. Deuxième thérapie, je me retrouve plutôt dans un autre milieu, fait que je vais à Montréal, puis je fais plutôt là de la fraude. Et ça a duré peut-être 2 ans de débauche, de vie, vraiment de vie qu'aujourd'hui, je ne conseille à personne. Est-ce que c'était une vie comme stressante ou c'était bien, genre? Tu sais, quand tu me dis aujourd'hui, est-ce que j'étais bien? Dans ce temps-là, j'aspirais à ça parce que c'était ça mon mode de vie.
sais, avec la musique que tu écoutes, avec le monde avec qui tu te tiens, tu penses que c'est ça qui est bien. Fait que oui, c'était un mode de vie stressant, mais en même temps, c'était là-dedans qu'on se valorisait dans le temps. Aujourd'hui, j'y repense, puis je réalise que c'était tellement des années perdues. Mais le Seigneur est bon parce qu'il savait pourquoi il fallait que je passe par là. Fait que, donc finalement, non, c'était pas des bonnes années. Puis finalement, ce mode de vie-là m'a amené encore à une deuxième rechute. Mais cette rechute-là était tellement dure sur mon corps, puis sur psychologiquement, parce que, comme on dirait, je me suis vraiment pété à fond. Je me trouvais, j'étais dans une chambre d'hôtel, j'étais avec une prostituée carrément, puis ça faisait peut-être 24 heures ou 48 heures, j'avais pas mangé. Puis chaque puff que je prenais, je vomissais. Mais j'étais tellement dans une captivité que je continuais. Puis à un moment donné, je me suis réveillé, puis je suis retourné encore en thérapie pour une 3e fois. Et puis cette fois-là, ben, j'ai vraiment comme eu la conviction de plus retourner dans le fond dans le mode de vie où ce que j'étais avant. Et j'avais aussi eu une date de cours de la police parce que ils m'avaient comme attrapé par rapport à la fraude que je faisais. J'avais aussi refait mon inscription à l'école. L'inscription à l'école était plutôt comme pour redorer mon Le cégep? Oui. Quand on est dans le cégep? Le but de mon inscription au cégep, c'est vraiment pour redorer mon dossier devant le juge. Parce qu'il va dire, mais ce jeune homme, il fait quoi dans la vie? Ben oui. Ben, envoyez-le en prison et c'est un danger pour nous. Ben oui. Mais, fait que c'est ça. Mais la thérapie est venue, la 3e. C'était vraiment différent. Je me suis vraiment comme enfermé dans ma bulle. J'ai parlé à personne. J'étais vraiment comme concentré sur moi-même. OK. Puis quand je suis sorti de là, mais j'ai vraiment voulu faire les choses différemment. Et mon père m'a amené un livre en thérapie. C'est L'œuf du diable de mémoire. C'est un livre de David Wilkerson. Le titre en anglais, il est plus connu, mais je m'en souviens pas. Okay. Mais il y a eu comme ces petites choses-là qui sont passées en thérapie. J'écoutais un audio du mémorandum de Dieu en thérapie. Je me souviens plus, puis ça répétait souvent des choses comme soyez reconnaissants pour les choses que vous avez. Dites merci aujourd'hui. Okay. Puis j'ai commencé le cégep avec ces pensées-là. Fait que j'étais vraiment comme centré sur moi, puis je voulais vraiment comme aller dans une différente voie. Okay. Mais je connaissais pas encore le Seigneur, mais tu sais, il y avait comme quelque chose qui se passait autour de moi qui m'amenait quelque part. Puis à ma journée de cours, la journée de ma sentence, le 10 ou 11 novembre 2008, quand la juge a parlé, j'ai entendu une voix une voix profonde dans mon cœur qui m'a dit « Arrête tout, qu'est-ce que tu fais, c'est ta 2e chance. » Puis je vous dirais que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai vraiment pris une nouvelle direction. OK. Puis là, les changements commençaient de plus en plus drastiques dans ma vie, ouais. J'ai commencé à vraiment refuser de parler avec certaines personnes, changer la manière que je m'habille, changer certaines musiques que j'écoutais. Puis j'avais même pas encore entendu l'Évangile. Puis ma sentence était un sursis. J'avais eu 2 ans de sursis à la maison. Mike va s'en souvenir. J'étais tellement coincé à la maison qu'on faisait nos travaux en groupe. Je devais les faire à la maison. Il fallait que je leur explique pourquoi, les gars, le travail, on peut pas le faire à l'école. Pour moi, il était juste en face de l'école. Comme il y avait les jeunes. Oui, je me rappelle. C'est vrai. C'est ça. Mais on était tout le temps là, justement, par défaut, parce que Stéphane, il pouvait pas partir. Fait que quand on faisait nos travaux, nos devoirs, travaux d'équipe, on était déjà chez eux. Ouais. Je vais juste mettre une petite parenthèse. J'ai tellement rendu grâce à Dieu pour vous parce que vous avez été comme les amis que j'avais pas dans le fond pendant ma thérapie. Ouais. Parce que j'étais vraiment seul. Puis je passais tout mon temps avec eux autres. On était toujours à l'école, puis après l'école, je me retournais vers la maison parce que j'avais pas le droit de sortir. Mais oui. Fait que tu sais, je me suis beaucoup attaché à eux. Puis ils m'ont même permis à un certain niveau de revivre genre comme la jeunesse innocente que j'avais pas connue. Fait que on faisait les fous, je m'en souviens. Tu sais, j'étais plus vieux, mais je pense que j'étais même plus fou qu'eux autres. Ouais, parce que t'avais comme besoin de vivre ça. Oui, fait que ça m'a tellement aidé dans un sens. Puis oui, après ça, le Seigneur s'est présenté à moi, toujours dans cette période-là. Puis c'était pas facile parce que c'était tough. C'était tough surtout parce que j'avais une agente de probation qui me surveillait, puis de lui faire comprendre que je suis à l'école, mais je veux vraiment réussir à l'école. Ouais. Mais quand on regarde ton dossier, on voit les demandes que tu fais. Sérieux, non, c'est ça, le dossier ne reflète pas du tout ce que tu dis de ta bouche. Fait que c'était tough. Tu sais, je demandais des permissions pour poser des questions aux profs après les cours parce que tu sais, c'est une matière que tu comprends pas. On t'a donné 15 minutes pour retourner à l'école parce que
tu restes en face. Ouais. Mais tu essaies de leur faire comprendre que oui, mais des fois, après les cours, il y a des choses que je comprends pas, c'est la période de questions. Ça doit tellement être lourd. Ouais, c'est lourd. comme, c'est sincère, puis tu sais, on dirait qu'ils te croient pas, mais non, je veux juste vraiment réussir l'école. Mais c'était fou, hein? Tu finissais un cours, tu traversais chez vous. Ouais. C'est ça. Ouais, tout chez vous. Je me souviens même, tu avais comme une heure précise pour aller faire l'épicerie ou aller au dépanneur. Ouais, tout si t'étais pas revenu dans le temps, eux autres, ils appelaient chez vous. Exact. Si t'étais pas là, c'était comme... Ouais. Il y avait un temps dedans où il fallait te rencontrer là, ou quelque chose comme ça. Ouais. On avait fait un travail d'équipe à la maison et le téléphone, dans le fond, parce qu'il t'appelle à la maison, puis le téléphone était à l'entrée. Ah, ben oui, je me souviens de cette fois-là. Puis les gars sont rentrés, on était en hiver, puis tout le monde a mis son manteau, ses sacs à l'entrée, mais ils les ont comme lancés. Fait que quelqu'un a débranché le téléphone sans faire exprès. Okay. Puis ils ont appelé cette journée-là. Non. Fait que j'ai dû expliquer pourquoi. Puis ils ont tous dû se présenter. Ils te croyaient pas, genre. Mais c'est pas qu'ils te croyaient pas, t'es en défaut, puis il faut que tu ailles justifier ton défaut. Pourquoi il n'a pas répondu au téléphone? Ouais. Tous les trois, il y avait lui, il y avait... je pense qu'il y avait Verno puis Sam. Verno puis Sam, ils sont tous présentés en cours, puis ils ont dû témoigner devant le juge. Pour vrai? C'était la première fois que j'allais là. Aïe, aïe. J'arrive là, puis là, ils nous mettent chacun notre tour. On ne va pas tout en même temps. Puis là, ils veulent savoir qu'est-ce qu'on va dire. C'est ça. Ouais. Puis je me suis dit, hey, c'est sérieux là, quand même. Ouais. On est tous là. Puis là, il faut défendre Stéphane. Puis moi, je me souviens, je connaissais tellement rien là-dedans. Je m'en vais là. Stéphane, il dit, fais juste dire qu'est-ce qui est arrivé. Fais juste dire qu'est-ce qui est arrivé. Mike, tout va bien aller. Tu sais, ça a l'air bizarre, mais on a lâché nos manteaux sur le téléphone. Oui, c'était tellement... Non, mais puis c'est ça, c'était vraiment dans l'entrée. Le téléphone était là par terre, je pense. Oui. Puis nous autres, on a juste tout lancé nos sacs, puis c'est sûr qu'il a décroché. Ouais. Puis je me souviens de cette fois-là, ils nous ont posé des questions. Hey, c'est la première fois que j'avais vraiment une rencontre avec comme la justice dans... Tu sais, ils nous font mettre la main sur la Bible. Ça, je trouve ça encore serment, épatant, là, cette affaire-là du serment. C'est comme, on te dit, en ce moment, tu peux mentir, mais sache que Dieu est là. Dieu est là, puis il t'entend. Mais je trouve ça drôle. Puis à ce moment-là, je me souviens que je me disais, waouh, pourquoi elle peut pas juste le croire? Comme tu sais, à côté, il y a la personne de la couronne qui est là, qui veut te prendre en défaut, on dirait, là, qui est juste là, puis comme non, ça fait plusieurs fois qu'on lui dit, puis là, ça marche pas. Ouais. Mais ouais, je me souviens de cette histoire-là, c'était vraiment... Fait que c'était vraiment... fait que tu sais, j'étais vraiment dans ce contexte-là tout le temps en train de me justifier, amener des preuves. Il fallait que je trouve un emploi, parfois. Puis il fallait que j'aille avec une feuille qui dit... Fait qu'il fallait que je fasse signer. À chaque fois, j'amenais un CV chez un employeur, une feuille, pour dire que j'étais présent là. Ouais, que tu fais de la recherche. Là. Exact. Ouais. Puis là, il faut que je leur explique pourquoi ils signent cette feuille-là. Fait que dès le départ, oublie ça, là, tes chances de te faire prendre. Mais le Seigneur a permis quand même que j'ai un bel emploi. J'avais justement réussi à trouver un job à l'hôtel, au Château Cartier dans le temps. C'était vraiment bien ça. Oui, nice. Ouais. Si on y va vraiment à qu'est-ce qui a mené, comme précisément, parce que je me souviens que les deux, on n'était pas chrétiens. Puis il y a un jour à l'école, on est revenu. Moi, j'étais devenu chrétien. Puis là, je suis comme, wow, comment je vais dire ça à Stéphane? Parce que tu avais déjà commencé à m'initier dans des choses un peu croches là, par rapport à la fraude. Oui. Tu m'avais apporté à des... je pense qu'on était allé comme un Money Mart. Là. Puis tu m'avais montré un peu qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Ouais. Puis je me souviens que quand je suis devenu chrétien, c'était une des choses qui était tellement lourde sur mon cœur parce que je me disais, je vais retourner à l'école. Là, je vais faire face à Stéphane. Puis il va falloir que je dise comme, je veux plus faire ça. Tu sais. Puis je me souviens, un peu comme tu disais tantôt, l'image que j'avais de Stéphane, puis un peu, pas l'autorité, mais le fait que je regardais à lui dans un sens, pour moi, j'étais comme, là, je vais le décevoir, genre, puis comme, peut-être qu'il voudra même plus être comme mon ami ou quelque chose comme ça. Puis dans ma tête, je me disais, là, ça en fait beaucoup, je deviens chrétien, là, je vais perdre des amis, puis, tu sais, fait pour moi, c'était un gros poids de venir puis de dire ça à Stéphane. Puis je me souviendrai toujours, on est dans le couloir en train de marcher. Puis là, je disais à Stéphane, il faut que je te dise quelque chose. Là, c'est le moment décisif. Il faut que je dise que je suis chrétien. Puis là, il me dit, Mike, moi aussi, il faut que je te dise quelque chose. Puis là, j'ai juste demandé c'est quoi. Il me dit, je suis devenu chrétien. Puis là, je suis comme, wow! Là, à ce moment-là, je suis comme, moi aussi. Puis là, j'étais tellement content parce que le poids que j'avais de venir puis dire ça, c'était comme si Dieu a enlevé ça, là, comme du tout au tout. Puis là, finalement, on se retrouve les deux dans le couloir, être super contents pour quelque chose que tu te dis, la veille, on n'aurait jamais été content de même. Tout d'un coup, on est super content. Mais ça ne change pas que moi, c'est comme on a vécu chacun nos choses de chacun de notre côté parce qu'on se voyait tous les jours à l'école. Mais on ne se parlait pas de ces détails-là. C'est ça, on ne s'est pas parlé de ces détails-là. Puis tout d'un coup, mais tu sais, moi, c'était un peu, j'avais peur. Comme je ne voulais pas t'en parler, j'avais peur de ça. Mais
ça change pas que moi, j'ai vécu des choses de mon côté, mais toi, de ton côté, c'est quoi qui est arrivé comme précisément à ces moments-là pour que le lendemain, tu arrives un moment donné et tu me dises, Mike, je suis devenu chrétien. Comment Dieu t'a touché? Mais comme je vous ai dit, il m'a touché la première fois au moment de ma sentence. La première fois que j'ai entendu vraiment sa voix. Ouais. Par la suite, il y avait un changement qui s'opérait en moi. Puis je ne peux pas dire que c'était Dieu qui faisait le travail, mais il faisait des changements en moi. Je me souviens, j'ai couché avec une fille à un moment donné, puis je me suis tellement senti sale que je savais que c'était des choses que je ne pouvais plus faire. Ouais. Le Seigneur m'a conduit d'une manière assez particulière. Un jour, je me suis retrouvé au cinéma, j'écoutais Transformers 2, je pense. Okay. Puis tu sais, dans Transformers, si vous vous en souvenez, ça fait quand même longtemps, là, il y a toujours la partie où l'automobile devient pour la première fois comme le Transformer. Ouais. C'est comme si c'est là que le film commence. Ouais. Mais quand cette scène-là est arrivée, j'ai fermé mes yeux. Puis par la suite, je suis sorti du cinéma, puis je pouvais plus regarder des films avec tu sais, il y a des films, je regarde presque pas de films. Je suis plus capable de le supporter. J'avais pas encore reçu la parole. OK. Fait que tu sais, Dieu faisait juste un changement en moi. Graduel, oui. Puis comme j'étais en sursis, j'avais des permissions spéciales comme aller faire des cours NA, AA, aller à l'église. Tu sais, c'est par défaut, tout le monde a ça. Okay. Fait que je me suis retrouvé à l'église dans le temps justement des fêtes parce que tu as le droit d'y aller, je ne voulais pas rester à la maison. Puis j'ai entendu l'évangile pour la première fois. Ouais. Et c'est comme si j'ai reconnu dans le fond la voix qui m'appelait. Et je suis plein d'émotions, là, je m'en souviens encore. C'était tellement fort comme moment. Je suis allé voir le pasteur, j'ai demandé, donne-moi une Bible. Il faut que je comprenne, là, c'est qui ce monsieur-là? C'est qui ce Jésus-là? Puis j'ai dévoré la Bible, c'était incroyable. Puis c'est comme ça le changement. Tu sais, j'étais comme au départ, j'étais comme dans une phase, le changement est fait, mais tu veux comprendre qu'est-ce qui se passe. Fait que tu sais, t'es pas encore comme convaincu. C'est juste qu'il y a quelque chose qui se passe, tu veux comprendre c'est quoi. Puis tranquillement, les choses changeaient. Je donnais des habits, des choses comme ça. Puis là, oui, la conviction m'en est venue. Puis là, j'avais vraiment le goût de le dire aux gens qui comptaient pour moi surtout. Puis Mike, veut pas, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Fait que je pense que c'est une des personnes à qui j'ai vraiment tenu à en parler. Puis c'est vraiment dans ce moment, tu sais, au moment où tu réalises que je suis chrétien. OK, là, c'est comme si tu es devenu, c'est comme si tu t'es marié dans le fond, ou bien comme quelque chose de nouveau est arrivé dans ta vie. Tu as le goût de le partager avec, tu sais, j'ai une nouvelle blonde. J'ai une nouvelle blonde. C'était comme quelque chose de nouveau que je voulais partager à des gens qui sont importants pour moi. C'est comme ça dans le fond. Fait qu'il y a un processus, je vous dirais, de Dieu t'appelle, tu comprends pas tout c'est quoi. Puis à un moment donné, tu réalises dans le fond que non, Dieu m'a appelé. Tu entends la vérité, puis tu es comme, wow, c'est ça. Puis je suis enfant de Dieu, puis tu as le goût de le partager. Wow. Qu'est-ce que tu décrirais comme ton plus grand défi lorsque tu as fait ton revirement, là, où tu as commencé justement à changer? C'était quoi un des plus gros défis? C'est de marcher dans tes convictions malgré le regard des autres. C'est ça. Puis tu sais, je pense que c'est un défi pour moi au quotidien, là. Vraiment de t'afficher malgré ce que les gens peuvent penser autour de toi, surtout les gens qui sont importants pour toi. C'est ça. Au quotidien, ça a toujours été ça mon plus gros défi, c'est de dire je suis chrétien. La perception des gens proches de toi. Je pense que c'est plus dur en plus quand c'est des gens qui sont proches. Tu sais, ça me fait penser un peu à Jésus. Tu sais, quand il disait que dans leur ville ou quelque chose comme ça, là, les prophètes dans leur ville sont jamais... je sais pas si le mot c'était apprécié ou reconnu, mais c'est vraiment les gens ils te connaissent, c'est comme s'il dit mais il est qui lui maintenant? C'est ça. Il est devenu quoi? Pourquoi ci, pourquoi ça? Fait que c'est un peu plus dur de vivre, on dirait, une foi authentique devant ces gens-là. T'as juste le goût de revenir à comment est-ce que t'as toujours été un peu avec eux. Ce sentiment de, tu sais, on a un sentiment d'appartenance, on en a besoin. Puis tu veux comme conserver ce sentiment-là, ce sentiment-là avec ces personnes-là, mais en même temps, il y a quand même une différence. Puis tu sais, des fois aussi que ça peut créer un certain froid puis un éloignement. Exact. C'est ça aussi, je pense qu'on veut éviter ça. Quelque part, on cherche à l'éviter, mais parfois, c'est inévitable. Si tu veux continuer à avancer, il faut que tu... Ou des fois, on peut se faire des pensées, puis finalement, la personne, elle réagit bien. T'sais. Exact. Oui, bien sûr, comme c'est arrivé en moi. Ben oui, c'est ça, exactement. C'est un super bon exemple. C'était trop next level. C'est fou, sérieux. Fait que c'est ça, tu dis... le regard des autres. J'ajouterais aussi le fait d'arrêter des choses que Dieu te dit d'arrêter. Ça aussi, je trouve que c'était quelque chose, tu sais, de difficile. Oui, vraiment, comme abandonner certaines habitudes. Ben oui, parce que, mettons, pendant un tellement long moment. Oui. Puis, tu sais, après, tu sais que c'est pas correct, mais ça fait quand même partie de toi là, pendant un certain temps. Fait que, On voulait savoir aussi,
comment est-ce que, vu que tu as comme quand même un gros bagage avant d'être chrétien, puis il y a eu des conséquences, tu sais, par rapport avec la justice puis tout ça, comment est-ce que tu as appris à vivre avec ça? Parce que je me souviens que quand tu es devenu chrétien, tu étais encore pris à la maison. Oui. Puis je me souviens quand tu étais devenu chrétien, à cause, je pense, d'une niaiserie comme le téléphone, il a fallu, à un moment donné, je me souviens dans ta santé, que tu retournes en prison. Oui, j'ai fait un 40 jours en prison, ouais. C'est ça. Oui, hein? Ouais. Tu sais, c'est fou. On dirait que j'ai le sentiment qu'il est devenu chrétien, lâchez-le maintenant, c'est comme tout est nouveau. Oui. Tout est nouveau, cleaner toute comme l'assiette, puis c'est ça. Mais, fait qu'est-ce que tu dirais? Parce que ça doit être dur dans ce moment-là, parce que tu sais que ton cœur il a changé au point où est-ce que t'es comme tu veux être le plus honnête, transparent possible, mais à cause de ton dossier puis de qu'est-ce qui est écrit sur papier, les gens vont jamais te voir comme ça. Tu sais, fait que ma question dans le fond, c'est comment est-ce que toi, tu as réussi, admettons, durant cette phase-là, ou peut-être même encore aujourd'hui, à comme dealer avec les conséquences de tes actions qui étaient avant d'être chrétien? Je pense que le Seigneur m'a fait tellement grâce parce qu'il m'a vraiment appris dès le début à lui faire confiance. Puis, comment il m'a appris ça? Mais par plein de petites actions, petits signes ou petits miracles qu'il faisait pour moi, pour me montrer qu'il est là puis qu'il se souvient de mes besoins. Tu sais, je me souviens, j'avais eu des 3, 4, 6 mois, je pense, si j'exagère pas, de manque de loyer. Puis j'ai dû expliquer, tu sais, quand je suis parti justement en prison 40 jours, j'ai perdu mon emploi. Mais par la suite, c'était difficile d'en trouver un. Mais j'ai dû expliquer à la dame ma situation. Elle m'a fait confiance. Mais Dieu a permis que du jour au lendemain, 4-5 000 $ sont tombés. Puis j'ai pu payer comme tout. Wow. Mais pendant cette période-là, mais t'as le goût là, de faire un appel ou deux, là, puis régler tes dettes. Tu sais, juste régler tes dettes. Mais le Seigneur m'a vraiment permis de m'attendre à lui. Puis par la suite, de faire ça. Puis, puis ça m'a, tu sais, toutes ces petites choses-là m'ont montré qu'il est capable de vraiment te donner ce dont tu as besoin. Comme le travail que j'ai eu au Château Cartier dans le temps. Aujourd'hui, c'est le Doubletree by Hilton. Ça s'est passé comme une lettre à la poste, là. Personne m'a jamais demandé, tu sais, d'habitude, on te fait remplir un form, on te demande est-ce que tu as un dossier criminel. J'ai jamais à remplir ça. On m'a juste donné l'emploi. Puis j'ai fait comme wow. Tu sais, c'est toutes sortes de portes que le Seigneur ouvrait comme ça pour me permettre, dans le fond, d'avancer dans la vie, malgré justement mon dossier criminel puis la perception des gens à l'extérieur. Fait que j'ai appris avec le temps à comprendre que le Seigneur, il nous connaît. Puis si on est patient, il va nous donner ce dont on a besoin. Tu te sentais épaulé, dans le fond, tu sais. Du début à la fin. Oui, c'était vraiment incroyable. Oh, c'était magnifique. C'est spécial. Dieu connaît nos besoins puis il en prend soin. Je me sentais comme un enfant. Mon sursis, là, je l'ai passé à genoux en train de pleurer tout le temps. Qu'est-ce qui te motive aujourd'hui à vouloir rester près de Dieu? Sa fidélité, son amour, le fait qu'il me connaît plus que moi. Je sais que sans lui, tu sais, j'ai goûté comment le Seigneur est bon. Fait que cette saveur-là, ce goût-là, rien d'autre peut me le donner. Au début de ma conversion, le monde me demandait, mais pourquoi? Tu sais, qu'est-ce qui te fait croire que c'est le chemin? Tu sais? Je ne peux pas te l'expliquer. Je le sens. Tu sais, pendant toute ma vie, j'ai cherché toutes sortes de sensations. Là, je vis quelque chose que je n'ai jamais goûté ailleurs. Puis je le sais d'où ça vient. Fait que moi, je ne le lâche pas, là. Mais non. Moi, je ne lâche pas ça jamais. Fait que c'est ça qui... Tu sais, je me souviens toujours que c'est lui qui remplit réellement mon âme de joie, de paix, puis de tout ce dont j'ai besoin. Wow. Super. Fait qu'en conclusion, dans le fond, ce qu'on fait avec nos invités, c'est qu'on leur demande de partager un verset qui les touche personnellement durant ces jours-ci. Fait que, voudrais-tu nous partager le tien? Oui. Oui, le verset, dans le fond, que j'avais envie de partager, c'est un verset que j'aime beaucoup. C'est un verset que je prends le temps de lire quand c'est difficile. Je retourne souvent vers ce verset-là. C'est dans Luc 1, le verset 67 à 75. Je vais le lire rapidement. Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et prophétisant ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a procuré une pleine délivrance dans la maison de David, son serviteur, comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis des siècles. La délivrance de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, afin, ainsi, fait-il miséricorde à nos pères et se souvient-il de sa sainte alliance selon le serment qu'il a juré à Abraham, son père. Ainsi,
nous accorde-t-il après nous avoir délivrés de la main de nos ennemis, de pouvoir sans crainte lui rendre un culte dans la sainteté et la justice en sa présence tous les jours de nos vies. Ouais. Pourquoi j'aime ce verset-là dans le fond? Parce que moi, comme vous avez entendu un peu mon témoignage, mon petit parcours, la liberté était quelque chose qui avait une valeur pour moi. Oui, parce que j'ai goûté la prison. Oui, parce que j'ai connu c'était quoi un peu l'addiction. Ouais. Fait que tu perds un peu comme ta liberté. Et j'ai toujours eu en l'intérieur de moi comme cette quête de liberté-là. Fait que c'est ça aussi qui m'a amené un peu vers la délinquance. Oui, c'est ça, oui. Fait que tu sais, fait que la liberté pour moi, c'est vraiment comme... la liberté, c'est important pour moi. Et fait que si tu me demandes c'est quoi pour moi l'évangile, l'évangile, c'est la liberté. L'évangile m'a réellement rendu libre. Et quand je lis ces versets, ça me rappelle, dans le fond, pourquoi est-ce que Christ nous a délivrés. Il nous a délivrés, dans le fond, en nous délivrant de la main de tous ceux qui nous haïssent. Pour moi, tous ceux qui nous haïssent, c'est le péché, c'est la drogue, c'est l'alcool. C'est toutes ces choses, dans le fond, qui t'emprisonnent. Et ça peut aussi être des personnes, tu comprends, qui sont malveillantes. Et pourquoi il te délivre de toutes ces choses-là? Mais pour que tu puisses le servir dans la justice, dans la vérité, dans la liberté aussi, tous les jours de ta vie. Fait que pour moi, dans le fond, l'évangile, c'est vraiment Dieu qui te libère pour que tu puisses vraiment être libre et libre d'aimer. Tu sais, aimer quelqu'un après que la personne t'ait maltraité, c'est difficile. Tu as envie de le faire, mais parfois, tu ne trouves pas la capacité. Mais le Seigneur, par sa grâce, te libère du mal que tu vis pour être capable de poser des actions qui, normalement, pourraient t'empêcher de poser cette action-là. Fait que pour moi, ça m'aide beaucoup quand j'ai des difficultés. Je me rappelle que non, le Seigneur est venu vraiment pour nous rendre libres, pour qu'on puisse justement le servir, qu'on puisse poser ces actions de justice-là tous les jours, dont bénir nos ennemis, aider ceux qui sont malades, peu importe. Toutes sortes de bonnes œuvres. Il est venu, dans le fond, nous aider, nous libérer pour qu'on puisse faire ces œuvres-là. Parce qu'avant ça, c'est difficile de le faire humainement parlant. Ouais. Merci. Cool. Vraiment cool. Moi, j'avais choisi 2 Corinthiens 5:17. Je trouvais que ça allait bien avec le sujet qu'on a aujourd'hui. Donc, si je lis le verset rapidement. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Puis, je sais que c'est le cas dans la vie de chaque croyant, mais quand moi je lis ce passage-là, je pense souvent à des cas comme plus... qui ont vécu ça plus rough. Et pour moi, à chaque fois que je passe devant ce passage-là, je pense à Stéphane. Pour moi, je vois vraiment le clash de comment il était avant, même si j'avais pas toute l'étendue, mais de ce que moi j'ai pu connaître de lui au cégep. Puis du jour au lendemain au cégep, tout le changement, puis un peu comment est-ce qu'il vit sa foi aujourd'hui. Fait que non, ce verset-là, pour moi, fait beaucoup penser à Stéphane. Pour ma part, j'ai choisi Isaïe 54:10. Même si les montagnes se mettaient à partir, même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne partira jamais. Mon alliance de paix ne chancellera jamais, déclare l'Éternel, rempli de tendresse pour toi. Puis, dans le fond, on en a parlé au travers de ton parcours de la fidélité de Dieu, tu sais, que peu importe ce qui arrive, Dieu nous aime. Puis, il est avec nous, genre, tout le temps, là. Tu sais, dans les bons moments, dans les mauvais moments, puis il nous aime. Puis, c'est ce que j'aimais de ce verset-là. Merci pour le verset. Eh bien, merci pour le temps. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Oui. Je sens qu'on aurait pu parler comme pendant 1h30, 2 heures, mais merci d'être venu au balado. Ouais. Puis, merci d'avoir partagé ton parcours personnel. Merci en tout cas de m'avoir donné la chance de partager justement mon témoignage. C'est vraiment quelque chose que je fais avec beaucoup de joie. Ça peut toucher une vie, un cœur, quelqu'un, approcher quelqu'un du Seigneur. Et ça serait une victoire pour le Dieu fait les choses. Ouais. Amen. Non, Dieu te bénisse, man. Amen. Qu'il vous bénisse aussi. Merci. Merci. Ouais, ciao. Un merci tout spécial à nos auditeurs pour votre écoute. Le balado est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Stitcher et toute autre application de balado. On vous invite à vous abonner à En Parole et en Action et laissez-nous une évaluation. Ça va nous aider à rejoindre un plus grand public. Vous pouvez également nous envoyer vos questions et vos commentaires via courriel au balado@égliselesentier.com. Puis on aimerait ça également avoir vos suggestions d'invités. Donc sur ce, à dans 2 semaines. Salut!